Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans le 10e épisode d'ALV à la vôtre. On arrive enfin au 10e épisode, ça fait trop plaisir. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'intéressant, c'est que je vais vous partager des erreurs qui peuvent être commises sur des sites WordPress. Pour vous donner un petit peu de contexte sur tout ça, ces erreurs-là, je les ai trouvées en faisant des audits de sites WordPress. Ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle de ces audits-là. Donc j'en ai réalisé 61 exactement au cours du mois de janvier pour aider un maximum de gens à progresser et à bien se lancer pour 2024. Et du coup, c'est vrai qu'en faisant tous ces audits-là, j'ai repéré un certain nombre d'erreurs qui revenaient régulièrement. Et j'en ai fait une publi sur LinkedIn qui a plutôt bien marché. Donc je me suis dit, pourquoi pas adapter cette publi-là en vidéo en rajoutant des erreurs supplémentaires parce que j'étais limité par le nombre de caractères que je pouvais mettre sur LinkedIn. Au passage, ça sera un grand plaisir de se connecter avec vous sur LinkedIn si jamais vous êtes actif sur ce réseau. Et donc voilà, l'idée c'était de vous partager tout ça dans un format à la vôtre, tranquille, pépère, où je bois ma petite boisson. Et comme toujours, la personne qui devine ce que je bois remporte la formation de son choix sur WP Marmite Pro. Donc que ce soit la formation SEO, la formation freelance, la formation Elementor, l'atelier refonte ou le petit dernier, l'atelier Yoast SEO, eh bien, vous trouvez ce qu'il y a là-dedans, vous me le mettez dans les commentaires, et comme l'agence UOVO pour l'épisode numéro 9 d'ALV, eh bien, vous remportez la formation de votre choix sur notre catalogue. Donc voilà, c'est dit, je vais reprendre une petite gorgée. Petit indice, vous pouvez voir que c'est un peu frais, légèrement frais ici. Je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est le seul indice que je vous donnerai pour ça. Et donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer avec la liste des 10 erreurs que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. C'est parti! Alors la première chose que j'ai remarqué, qui était assez fréquente sur les sites que j'ai audités, eh bien c'est le fait que la page de connexion ne soit pas déplacée. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site /wp-admin ou wp-login.php ou /login ou /admin, tout ça, ça renvoie à la même page de connexion, eh bien on pouvait la trouver cette page de connexion. Alors c'est vrai que dans les commentaires de la publi LinkedIn en question, on m'a dit ah c'est pas si grave parce que voilà, il y a WordFence en 2017, ils ont sorti une étude comme quoi voilà, les attaques par force brute c'était pas forcément l'attaque la plus fréquente, etc. Blablabla. Ok, d'accord, mais quand on regarde un petit peu, en tout cas des expérimentations que j'ai pu faire avec Nicolas et Maxime quand on a conçu la formation de WP Chef, la formation WordPress, on s'est rendu compte que au final il y a quand même pas mal de robots qui essaient de se connecter, alors bien sûr sans succès, mais c'est quand même chiant d'avoir des robots qui viennent se connecter tout le temps. On a des notifs en permanence quand on a mis un plugin de sécurité qui nous remonte tout ça. Donc si on peut s'éviter tout ça et éviter que en fait, des robots perdent leur temps à essayer de se connecter à votre site en déplaçant la page de connexion, ça prend même pas 2 minutes avec un plugin de sécurité, franchement, autant le faire. Après voilà, on n'y pense plus quoi. Et puis ça permet peut-être, si vous avez un site qui a des gens qui doivent se connecter dessus, vous mettez votre page de connexion sur un /connexion, ça fonctionnera pareil. Les gens pourront accéder à la page de connexion et les robots ne la trouveront pas forcément parce qu'ils vont aller juste par défaut sur le VP admin. Et puis, si ça marche pas, ils vont passer à un autre site, tout simplement. Donc ça va limiter drastiquement les tentatives de connexion. Et après, pour les personnes qui chercheraient à se connecter à votre site, bien peut-être qu'elles pourraient trouver. Si c'est un /connexion, oui, ok, c'est facile à trouver. Si c'est autre chose, comme sur le VP Marmite, c'est un autre nom pour se connecter, je vais vous le dire bien entendu. Mais déjà, quand on planque la page de connexion, je trouve que c'est pas plus mal. Et puis, même si on la trouve, après, il faudra trouver le nom d'utilisateur, le mot de passe. Il n'y aura peut-être pas forcément besoin de se casser la tête à mettre en place de la double authentification. Voilà, je pense que c'est un bon compromis et une bonne mesure de sécurité plutôt que de laisser, entre guillemets, la porte accessible et donner la possibilité aux robots et aussi aux personnes mal intentionnées d'essayer de se connecter. Enfin bref, c'est un petit peu mon point de vue sur la question. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Erreur numéro 2, des contenus sont publiés en tant qu'articles au lieu de pages. Je suis tombé sur des sites où il y avait des pages à propos qui étaient des articles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme autre page qui était des articles? Je sais plus, mais des fois je suis tombé sur des choses un petit peu aberrantes. Et donc je trouve vraiment très intéressant de refaire un point là-dessus pour dire ne confondez pas articles et pages. Les articles, ce sont des actualités que vous pouvez mettre en place sur votre site ou des tutoriels si vous avez un blog, voilà, pour faire un petit peu comme sur le VP Marmite. Et tous ces contenus-là sont liés à un auteur, sont liés à une date, ils sont donc classifiés par ordre chronologique sur le site, enfin antéchronologique parce qu'on a les derniers qui s'affichent en premier.
Et donc voilà, une page à propos n'a pas à être un article, n'a pas à avoir des commentaires en dessous. Même chose pour une page de contact, j'ai vu ça. Voilà, c'est vraiment dommage de faire ce genre d'erreur. Je vous mettrai en description le lien vers l'article de WP Marmite qui présente les différences entre les articles et les pages. Mais en tout cas, voilà, faites attention à ça. Si le contenu a vocation à être statique, c'est-à-dire ne pas bouger dans le temps, ou voilà, vous le mettez à jour vraiment de temps en temps, comme une page à propos par exemple, eh bien, si ce n'est pas lié à un auteur, que ce n'est pas lié forcément à une date, que c'est intemporel, eh bien, c'est une page, tout simplement. Et même nous, du côté de WP Marmite, on est en train de, pour un certain nombre d'articles, on est en train de les transformer en pages parce qu'on trouve que c'est plus pertinent de les mettre en page, enfin de les transformer en page. Par exemple, ce fut le cas pour notre tuto de création de site WordPress, qu'on a transformé en guide et donc qui a été transformé en page sur le site. Même chose pour notre tutoriel Elementor, hein, qui était un article à la base, on l'a transformé en page, ce qui nous permet au passage de mieux structurer notre site en termes de SEO. Enfin ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais donc voilà, si c'est pas une actu, un tuto ou quelque chose qui nécessite de mettre l'auteur en avant, eh ben c'est une page, tout simplement. Partez là-dessus. Troisième erreur, des images qui ne sont pas d'assez bonne qualité. Ou peut-être que les personnes ont réglé leur plugin de compression d'image, que ce soit Imagify ou autre, de façon peut-être un peu trop agressive, ou alors peut-être que les images de base n'étaient pas forcément de très très bonne qualité, et ce qui fait que j'ai souvent vu des logos un peu pixelisés. Alors ça c'est l'avantage quand on a des écrans Retina, mais du coup ouais, c'est un peu dommage d'arriver sur un site et de voir des choses qui sont un peu pixelisées, un peu moches. Donc faites vraiment attention à ça, mettez des images de bonne qualité, mettez des images au bon format, donc soit du PNG, soit du SVG si vous avez le format à disposition bien sûr. Donc voilà, travaillez bien ça, un site, il faut que ce soit impeccable. Donc je sais qu'il y a toujours 1000 choses à corriger sur un site, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais voilà, méfiez-vous de vos images, méfiez-vous de la configuration de votre plugin de compression d'image. C'est vrai qu'il faut trouver le bon ratio entre images de faible taille et images qui s'affichent de manière correcte et qui ne soient pas pixelisées. Voilà, à vous de jouer de ce côté-là. Bon, je vais me resservir. Petit indice. Vous aimeriez bien savoir ce que c'est, hein? Hop, je viens de finir la bouteille. Nouvel indice. Quatrième erreur, les lignes sont trop longues. J'ai vu des sites sur lesquels les lignes s'étendent vraiment sur toute la largeur de l'écran. Le but, c'est de lire des textes, bien entendu, sur vos sites, mais ce n'est pas de regarder un match de tennis à chaque fois que vous allez passer d'une ligne à l'autre comme ça. C'est vraiment très désagréable. Donc, sur votre site, faites en sorte de restreindre. Alors, l'idée, c'est pas de faire des coupures de presse. On n'est pas sur je ne sais quel... je vais pas citer de nom, mais on n'est pas sur un journal, quoi. Donc, faites attention à ça. Essayez d'avoir peut-être des textes qui s'étendent sur 6, 700, 800 pixels de large, mais pas plus. Après, ça dépend aussi de la taille de vos textes, hein, bien entendu. Faites attention au passage de ne pas avoir des textes trop petits. C'est quelque chose que j'ai vu également. Mais donc, essayez de trouver un bon ratio. Regardez un petit peu ce qu'on fait sur le WP Marmite, hein, sur les articles, sur les pages. Vous verrez qu'il n'y a pas de ligne vraiment trop longue. Si jamais vous en trouvez, dites-le moi où c'est, parce que faudrait qu'on les corrige. Ça se peut, on a peut-être fait des erreurs là-dessus. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de limiter la longueur des lignes pour que ce soit vraiment simple à scanner, quoi, et qu'il n'y ait pas besoin de faire tchoum, 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 tchoum. Le but, c'est pas de donner un torticolis aux gens qui regardent votre site. Cinquième erreur, les titres SEO correspondent aux titres des pages. Typiquement, ça m'est arrivé de voir des titres SEO, donc vous savez les métatitres, hein, ce qu'on remplit dans Yoast SEO ou dans votre extension de SEO, peu importe laquelle vous utilisez, c'est d'avoir par exemple accueil, nom du site sur la page d'accueil. On n'a pas du tout quelque chose qui est optimisé. Et même chose pour les titres d'autres pages. Alors quand c'est la page à propos et la page contact, c'est pas bien grave, mais quand c'est pour des articles de blog ou que c'est des pages de service par exemple ou des pages un petit peu stratégiques, bah quand même il faut les optimiser pour faire en sorte d'essayer de se positionner un petit peu plus sur votre mot-clé principal qui correspond, que vous ciblez avec cette page-là. Donc c'est dommage de laisser ça comme ça par défaut et d'avoir quelque chose qui n'est pas optimisé. Pour vous inspirer, vous pouvez tout simplement regarder ce que font vos concurrents, vous tapez le mot-clé sur lequel vous cherchez à vous positionner, vous regardez quels sont les titres SEO et vous essayez de faire quelque chose à votre sauce qui correspond un petit peu à l'intention de l'utilisateur. Voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui peut aider à améliorer son SEO, qui peut être assez rapide d'ailleurs, en fonction après de l'autorité de votre site, mais voilà, il faut surtout pas oublier de mettre ça en place. Au passage, je tenais à vous dire que vous pouvez aller jeter un œil à notre formation SEO, notre programme qui s'appelle Enfin Visible grâce au référencement. En 2024, on propose désormais un accompagnement SEO. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez creuser ça, mais voilà, en tout cas, on prévoit pas mal de choses pour vous aider à faire péter votre trafic sur votre site WordPress. Donc voilà, je continue avec la sixième erreur, qui est aussi une erreur liée au référencement, c'est une hiérarchie des titres qui est éclatée au sol. Ça m'est arrivé d'en voir pas mal, c'est-à-dire que des fois, on a des pages qui n'ont pas de titre H1, des fois je vois des pages qui ont
2 titres H1. Et pour tout vous dire, il y avait même la page d'accueil de l'UEP Marmite qui avait 2 titres H1, je ne l'ai pas vu. Et donc c'est en faisant mes tests, en préparant mes audits que j'ai testé la Marmite, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est quoi cette histoire? Et donc des fois on se retrouve avec 2 titres H1 sans le faire exprès. Hein. Des fois quand on utilise un constructeur de page, on met un titre de niveau 1, mais aussi le thème envoie aussi un titre de niveau 1, ce qui fait qu'on en a 2. Donc bon, c'est pas un super signal. C'est possible de mettre 2 titres de niveau 1, mais voilà, la bonne pratique c'est quand même d'en mettre un seul. Et comme ça, Google sait un petit peu à quoi s'en tenir. Donc voilà, mettez vraiment un seul titre de niveau 1, c'est-à-dire d'avoir une hiérarchie des titres qui est dans le bon ordre. C'est-à-dire vous avez votre titre de niveau 1, après en dessous vous avez des titres de niveau 2 qui délimitent vos différentes parties, vos différentes sections. Ça dépend si on parle d'un contenu ou si on parle d'une page, ça dépend de la structure en fait de votre page. Mais voilà, vous avez donc votre titre principal, vos parties avec vos H2, vos sous-parties avec vos H3, etc., etc. Et on descend comme ça, au fur et à mesure que vous avez des sous-parties, des sous-sous-parties ou des sous-sous-sous-parties, si jamais vous allez jusque-là. Mais en tout cas, voilà, H1, ensuite des H2, à l'intérieur des H3, et si après vous avez le cas des HK, des H5, etc. jusqu'à H6. Mais ne les mettez pas dans n'importe quel ordre. C'est vrai que dans les constructeurs de pages, Elementor par défaut met du H2. Donc c'est vrai que des fois on retrouve des H2. Aussi des fois dans certains widgets Elementor, ça va être le cas aussi peut-être dans Divi et d'autres constructeurs, mais on a des H2 ou des H3 qui sont intégrés automatiquement. Et si on ne les modifie pas, eh bien ça reste là et ça pète un petit peu la hiérarchie des titres. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. 7e erreur, c'est le manque de cohérence d'une page à l'autre. Des fois, on arrive sur une page d'accueil, on passe à une page à propos ou une page contact, et le design, alors c'est pas que ça n'a plus rien à voir, mais il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Le style des boutons, la taille du texte, la taille des titres. Et donc il y a des choses qui changent à chaque fois qu'on change de page, on croirait presque qu'on change de site, j'ai dit presque, mais voilà, c'est pas très agréable quand on navigue sur un site et qu'on voit un petit peu toutes ces incohérences, ça fait pas du tout quoi. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de peut-être que si vous partez sur un modèle de page que vous avez pris peut-être dans un template, Elementor, Divi, peu importe, ou je sais que Astra propose aussi des modèles, essayez de bien le personnaliser et ensuite vous le dupliquez, vous l'adaptez, mais vous ne reprenez pas des styles de boutons différents, des styles des fois on a même des images qui ont des bordures arrondies, puis des fois non aussi, ou même la couleur et l'épaisseur des bordures qui peut changer d'une page à l'autre. C'est pas désagréable, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu agaçant quand même d'avoir des choses qui changent comme ça. Alors je sais que tout le monde n'est pas un professionnel de la création de site, mais en tout cas, voilà, cette vidéo elle a pour vocation à vous faire monter en niveau, donc faites attention à ça lorsque vous créez un site, et c'est super important de garder les mêmes styles. Donc peut-être en fonction des outils avec lesquels vous travaillez, vous pouvez définir un style de bouton, un style de bordure, etc. et un style de police, des styles de titres, etc. Et donc une fois que c'est défini, quand vous les utilisez, automatiquement ça se style de la bonne façon, mais parfois voilà, ça fonctionne pas comme ça, et donc vous êtes obligé de reprendre, de dupliquer, donc dupliquer des choses qui sont bien faites pour avoir vraiment une belle harmonie, une belle cohérence sur votre site. Ça fera quelque chose de beaucoup plus pro, et au final ça inspirera davantage confiance que sur un site où il y a des petites erreurs graphiques ici et là. Alors tout le monde n'y fait pas attention, certes, mais plus vous allez sur le web, vous allez voir que si vous avez des incohérences comme ça va vous sembler bizarre, ça va vous mettre la puce à l'oreille, et donc ça va attirer un petit peu de suspicion. On pourrait se dire, si la personne ne met pas vraiment beaucoup de soin sur son site internet, est-ce qu'elle met du soin dans ses produits ou dans les services qu'elle propose? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Erreur numéro 8, c'est la faible utilisation de la preuve sociale. Alors la preuve sociale, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement montrer que des gens passent sur votre site, que des gens vous ont fait confiance, que des gens sont satisfaits. Donc typiquement, vous pouvez montrer peut-être des avis Google, des notes d'avis, vous pouvez montrer des témoignages, vous pouvez montrer peut-être des logos d'entreprises avec lesquels vous avez travaillé, ou des logos d'entreprises qui vous ont cité. Si vous allez par exemple sur la page d'accueil de WP Marmite, vous allez voir que VP Marmite a été cité sur Énergie, a été cité sur Marketing Mania, a été cité sur comment ça marche, etc. Vous verrez, voilà, il y a plusieurs logos. Puis on réutilise souvent des témoignages sur les pages de présentation de nos formations. On a créé une page dédiée pour les témoignages. Voilà, essayez de réutiliser tout ça. Mettre aussi, voilà, comme je le disais, si vous avez des avis sur Google, sur Trustpilot, peu importe, mettez la note. Si vous avez, je sais pas, 5 sur 5 ou 4,8 sur 5 pour, je sais pas, 500 ou 1000 avis, voilà, ça pèse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés par là avant, qu'ils ont eu une bonne expérience, vu qu'ils ont été satisfaits, et donc ça fait baisser un petit peu le taux de risque pour les nouvelles personnes qui arrivent. Elles vont se dire, ok, c'est un petit peu, voilà, je peux faire confiance à ce site-là, je peux faire confiance à cette personne. C'est un petit peu comme si vous alliez, devant un restaurant, et si c'est blindé, vous allez vous dire, ok, bon, a priori, je fais pas une grosse erreur en allant prendre un repas là-bas. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, là on en est à la 8e erreur, donc c'était même le bonus que j'avais donné sur LinkedIn. Donc on va continuer un petit peu ensemble pour avoir 3 nouvelles
erreurs, donc on va aller à 10 plus une erreur bonus, c'est cadeau. On va reparler un petit peu de SEO. Donc la 9e erreur que je vous propose, c'est le maillage interne qui n'est pas assez développé. Souvent, on crée des pages, ok, page 1, page 2, page 3, on présente ses services, etc. Mais on oublie de faire du maillage interne, de les relier ensemble. Ça, c'est vraiment utile pour faire circuler le jus SEO au sein de votre site, parce que si quelqu'un fait un lien vers une de vos pages et qu'ensuite, boum, il n'y a plus de lien, bah, le robot s'arrête là. Tandis que s'il y a des liens à l'intérieur du contenu, le robot va pouvoir continuer sa route sur votre site, découvrir peut-être une autre page de service, une page d'étude de cas, peu importe. Mais voilà, l'idée c'est de faire circuler le jus entre les pages de votre site pour garder les robots un maximum de temps. Travaillez ça, donc si vous avez des pages services, bah, faites des liens entre vos différentes pages services. Vous pouvez mettre aussi en place un fil d'Ariane pour faire en sorte que la navigation soit très claire et du coup ça aide aussi pour les visiteurs à se repérer. Je suis tombé sur des sites pendant mes audits qui n'avaient pas de fil d'Ariane et c'est vrai que c'est assez troublant. Enfin troublant, je sais que j'utilise des mots un petit peu forts mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu troublant de se dire ok je suis sur cette page mais ok j'ai envie de revenir sur la page d'accueil ou j'ai envie de revenir sur la page du dessus. J'ai pas envie d'appuyer forcément sur le bouton précédent de mon navigateur à chaque fois. Donc si je peux me réorienter assez facilement grâce à un fil d'Ariane, et voilà c'est tout bénef. Faites bien des liens entre vos différents contenus pour faire en sorte de ne pas perdre vos visiteurs et de faire en sorte que les robots puissent bien naviguer sur votre site. Voilà, je parle là, faut que j'en boive un coup. Passage, hein, ça tient toujours. Celui ou celle qui devine ce qu'il y a gagne la formation de son choix sur VP Marmite Pro. On va partir maintenant sur quelque chose qui est un petit peu plus marketing, c'est le fait de mettre un appel à l'action clair sur son site. Surtout quand on arrive sur la page d'accueil. Des fois, quand j'ai fait mes audits, on ne voit pas tout de suite ce dont parle le site. On ne comprend pas ce que le site veut de nous. On ne comprend pas donc forcément ce que c'est et puis on ne sait même pas trop pourquoi on doit le faire. Enfin, on est un peu perdu. Donc, mettez bien un appel à l'action. Vraiment, la formule de base que je peux vous recommander, c'est de partir sur une belle proposition de valeur, donc un gros titre sur la page d'accueil dans l'entête pour dire voilà, nous on fait ça, expliquer ce dont parle le site. Un petit paragraphe en dessous pour donner un petit peu plus de contexte, pour voilà, peut-être renforcer, peut-être mieux cibler le public à qui s'adresse cette offre-là. Et surtout, une chose aussi que je ne voyais pas très souvent, c'est de mettre un appel à l'action. Un bouton ou peut-être 2 boutons pour renvoyer sur quelque chose qui est pertinent, ce qu'on attend des visiteurs. Alors ça peut être présenter, je sais pas, découvrir mes services. Nous sur VP Marmite, on a 2 appels à l'action. On a s'inscrire à la newsletter et devenir plus pro qui renvoie sur VP Marmite Pro pour présenter un petit peu tout ce qu'on propose pour monter en compétences sur WordPress. Donc on laisse le choix, on s'inscrit, c'est gratuit, on va sur VP Marmite Pro, il y a aussi du gratuit et il y a aussi du payant. Donc il y a possibilité de creuser tout ça. Donc l'idée, vraiment, c'est de mettre des appels à l'action et surtout de les répéter sur les pages de son site. Je parlais tout à l'heure de maillage interne. On peut mettre à la fin de ces pages services un appel à l'action vers sa page contact ou vers une page pour réserver un appel, un appel découverte. On peut mettre un appel ou promouvoir des produits, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, dès qu'on arrive à la fin d'une page, idéalement, il nous faut un appel à l'action. On doit faire en sorte de transformer les visiteurs, de les convertir pour que ça puisse, que notre site au final puisse avoir un véritable impact marketing sur notre activité. Donc ça, c'était la 10e erreur. Je me suis perdu un petit peu dans le compte. Mais du coup, je vais vous donner une 11e erreur pour finir. Et donc, on va revenir dans le monde du SEO et de la configuration des plugins de SEO. C'est le fait d'indexer des types de contenus ou d'indexer des pages qui n'ont pas besoin d'être indexées. Et donc, on va en gros offrir trop de contenu au moteur de recherche. Et donc, on va perdre ce qu'on appelle en budget d'exploration, en crawl budget en anglais. Grosso modo, ce concept, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que quand un robot de Google ou d'un autre moteur de recherche arrive sur votre site, il va y rester juste un certain temps. Il va lui allouer une certaine quantité de ressources. Et puis, quand cette ressource sera épuisée, hop, il va se tailler et il va revenir donc plus tard, mais il n'aura pas forcément exploré tout votre site. Et le truc, c'est que si jamais vous lui proposez des pages qui ont très peu de valeur, très peu de contenu, qui n'ont pas vocation à être référencées, en gros, il va perdre du temps sur ces pages-là. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut juste lui proposer ce qui est pertinent, qui a vocation à être indexé, ce qui a vocation à se positionner sur Google. Typiquement, quand vous allez dans les réglages de Yoast SEO, vous pouvez désactiver des pages d'archives d'auteurs. Vous pouvez désactiver aussi certaines taxonomies. Par exemple, si vous n'utilisez pas les étiquettes, désindexez-les. Alors, par défaut, il n'y en a pas, mais vous pouvez peut-être en créer et au final, ça peut-être pas être pertinent, vous allez avoir des listes d'articles qui n'ont pas grande valeur, donc peut-être que vous préférez faire en sorte de référencer vos pages de catégories, donc à ce compte-là, gardez uniquement les catégories de votre blog
à indexer. Ça peut être d'autres types de contenus qui sont ajoutés par certaines extensions. Par exemple, Elementor, il propose des templates. Ces modèles-là, par défaut, sont indexés si vous ne désactivez pas ce type de contenu. Même chose pour, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Ça peut être aussi des extensions de diaporama qui ajoutent parfois un type de contenu diaporama. Mais du coup, une fois que vous l'avez intégré sur votre page, vous ne voulez pas forcément que la page diaporama elle soit indexée. Donc désactivez bien tout ça. Donc dans les réglages de Yoast SEO, au niveau des contenus à indexer et des archives, faites bien en sorte de cliquer. Alors c'est pas écrit désindexer, mais c'est écrit rendre visible sur les moteurs de recherche. Vous mettez non pour tout ce qui n'est pas pertinent. Donc voilà, ça d'ailleurs on en parle dans l'atelier Yoast SEO que vous allez peut-être avoir la possibilité de gagner si vous trouvez ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ceux voilà, qui veulent aller plus loin, on a aussi la formation SEO qui va beaucoup plus loin. Il y a plus de 150 vidéos, on aborde plein de choses, plein de concepts pour faire en sorte que les sites se positionnent. Et en plus de ça, il y a l'accompagnement qui vient de sortir, plein de bonnes choses si jamais vous avez envie de référencer votre site. Enfin bref, j'ai fini ma pub. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses en écoutant ces différentes erreurs et les différents conseils qui vont avec pour pouvoir les corriger. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'ALV, puis même dans de futures vidéos. Et bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On approche des 70 000 abonnés, donc c'est génial. Merci à vous pour votre soutien depuis toutes ces années. Et donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Et n'oubliez pas, celui ou celle qui devine ce qu'il y a là-dedans gagne la formation de son choix sur VP Marmite Pro. Voilà, c'est dit. Maintenant, c'est un peu chaud, je vais finir ma tasse. Et à très bientôt. Ça fait trop de fois que je le dis, il faut que j'arrive à conclure. Ciao.